Mesdames et messieurs, nous allons continuer avec une quatrième séquence, là, une intervention autour des enjeux de la littérature et de la traduction en Méditerranée de l'Institut français. Alors, dans le cadre d'un projet Livre des deux rives qui a commencé en 2021 et qui va se terminer en février 2023, 3 éditeurs de la rive sud, Algérie, Maroc, Tunisie, sont présents pour nous présenter et partager leur expérience en matière de coopération littéraire et de traduction. Ce projet de soutien du dialogue entre les sociétés civiles des rives nord et sud de la Méditerranée fait figure de projet pilote avec, à moyen terme, une perspective d'élargissement à d'autres pays européens, du monde arabe et méditerranéen, ainsi qu'à d'autres langues de traduction. Donc pour cela, je vais laisser la parole à Giovanna qui va vous présenter nos intervenants. Bonjour à toutes et tous. Prenez place si ça ne vous dérange pas. Comme ça, on pourra démarrer la séance à l'heure. Là-bas aussi, mais c'est pas grave, tout va bien. Donc, on est content de vous accueillir ici, surtout sur un thème qui nous tient à société civile en général, mais à cœur tout particulièrement, la question du livre, de la traduction, etc. Donc, c'est très important. Et donc, je donne plutôt la parole à Madame Marianne Cosra, de l'Institut français, donc, qui va présenter le panel d'aujourd'hui. C'est combien de minutes ? Minutes. Merci beaucoup, bonsoir et bonjour à tous. Je ne sais pas sur quel décalage horaire vous êtes. Je suis ravie d'être ici pour vous présenter donc, le projet Livre des deux rives. Je vais vous présenter les différents intervenants qui vont se succéder sur ces 30 minutes de présentation. Donc, je vais commencer par ma droite, Karim Bensmaïl, qui est le directeur des éditions CERES en Tunisie et aussi le président de la Fédération des éditeurs tunisiens. À ma gauche, Nora Bouzida, qui est la responsable des éditions Samar en Algérie et qui représente aussi une fédération des éditeurs algériens. Sur l'autre table se trouve Lotfi Nias, qui est traducteur depuis l'arabe vers le français. Et à l'extrémité de la scène se trouve Adrien Bels, qui est un écrivain d'origine et résident à Marseille. Toutes ces personnes, ces personnalités sont ici pour vous présenter les enjeux d'un projet qui s'appelle Livre des deux rives, qui effectivement a une durée de 2 ans pour se mettre en œuvre, est un projet pilote qui cherche à rapprocher les deux rives de la Méditerranée en s'attelant à un secteur absolument primordial pour le dialogue, qui est le secteur de l'édition. Je vais donc d'abord donner la parole à Karim Bensmaïl et à Nora Bouzida pour vous présenter l'articulation et la genèse de ce projet Livre des deux rives. Merci Marianne, bonjour à tous. Donc je suis heureuse d'être parmi vous. Comme on a très peu de temps, donc j'ai préféré ne pas improviser. Je vais vous lire un petit peu et vous présenter ce projet et peut-être après répondre à vos questions. Donc le projet des deux livres découle d'un projet plus large qui réunit 10 pays méditerranéens, 5 de la rive nord et 5 de la rive sud. Et dans ce cadre, la France a organisé à travers le ministère des Affaires étrangères un sommet en juin 2019 et cela pour lancer une coopération entre les sociétés civiles des pays de la Méditerranée occidentale. Donc là, nous sommes dans un projet pilote, effectivement, et embryonnaire, mais assez solide pour lancer cette coopération et ce partenariat que nous espérons quand même pérenne pour notre région porteuse de paix. Donc le projet le livre des deux rives est une expression privilégiée de l'ambition de renforcer le dialogue et l'échange par le livre et la culture entre les deux rives, mené par l'Institut français et porté par des représentants de la société civile justement. Il est essentiellement axé sur 2 parties, l'édition et la traduction. Dans sa partie traduction, le projet se fait en collaboration
avec une association qui s'appelle Atlas et qui est installée à Arles et qui travaille avec des traducteurs, dont Lotfi, de plusieurs pays, entre le français et l'arabe, donc du français vers l'arabe et de l'arabe vers le français. Sa partie édition est portée conjointement avec des éditeurs du Maghreb, dont Karim, moi-même, et des éditeurs du Maroc qui n'ont pas pu venir malheureusement à cause du Covid et de la fermeture des frontières. Et donc nous sommes cependant rassemblés en collectif à cette occasion. Donc nous sommes pour le moment 4 personnes. Donc Karim, moi-même, Rachid Khalès qui représente la maison d'édition Virgule et Madame Naïma Lahbil qui est l'initiatrice de ce collectif que nous espérons élargir après à des éditeurs français et qui sera encore actif au-delà de la fin du projet Livre des deux rives qui dure jusqu'à 2023. Ce collectif des 3 pays est appelé à s'élargir et à continuer à travailler, à rallier les éditeurs maghrébins et français autour de projets de coédition prioritairement. Pour tous les axes, le projet est doté d'un budget qui permet de mettre sur pied des activités et des actions, des ateliers de traduction, de coédition, des rencontres interprofessionnelles, des tables rondes comme celle-ci, des participations à des séminaires et salons à la rive sud et des écoutes de livres croisés d'auteurs. Le projet met en priorité la coédition et la cession mutuelle des droits entre éditeurs des 4 pays comme moyen d'échange culturel et de créativité, ainsi que l'échange industriel par le livre entre les pays concernés. La priorité est donnée de préférence aux projets de livres portés par plusieurs éditeurs des 4 pays, dans les sciences humaines, la littérature contemporaine, mais aussi et peut-être surtout la littérature jeunesse, puisque la jeunesse est l'avenir, et c'est là où le travail de construction de valeurs humaines et humanistes doit s'élaborer. En effet, pour moi, membre du comité de pilotage de ce projet, si les objectifs du projet s'expriment par des phrases telles que dialogue entre les 2 rives de la Méditerranée, renforcer l'industrie du livre et la créativité culturelle, la mise en relation et le partenariat, ce projet pour moi est plus important et plus profond que cela, car il tisse entre les sociétés méditerranéennes ces fils invisibles et indélébiles de la paix, de la compréhension par la culture, l'art et la fluidité des idées. Tout cela a un vecteur éternel, profond et irremplaçable, le livre. Je vous remercie. Bonjour, donc je suis éditeur en Tunisie. Si je dépasse le timing, tu me donnes un coup de coude. Bien. Voilà, le livre en tant que vecteur de discussion, de rapprochement, ainsi de suite, ce n'est pas la première fois qu'il y a cette tentative de travailler avec des professionnels des 2 rives. Mais je dois dire, il faut le souligner, que c'est la première fois que l'on dépasse très rapidement les grandes déclarations d'intention sur la vertu du livre et la vertu du rapprochement du Nord et du Sud et le Mare Nostrum, ainsi de suite. Pour la première fois, en peu de temps et assez rapidement, nous avons une production éditoriale qui n'aurait pas pu voir le jour si l'Institut français, la France et d'une manière plus générale l'Europe, dans d'autres cas, ne s'étaient pas impliqués. Et ça, c'est une nouveauté dans notre domaine. Moi, je suis éditeur en Tunisie depuis plusieurs décennies. Et je regarde et je vois depuis plusieurs décennies s'ériger beaucoup de murs entre vous et nous, vous, la France, vous, les professionnels de l'édition française. Je vois se creuser le gap, pour rester dans la francophonie, culture, le fossé, merci, le fossé de la langue, le fossé de la politique, le fossé de l'économie. Et le livre est, à mon sens, en tout cas moi, dans mon petit domaine qui est l'édition et l'édition francophone dans ce cas particulier, est important. Il est important, c'est un peu bateau de le dire, mais c'est important parce que d'une manière générale, le livre est un peu le dernier
la dernière roue de la charrette, la 5e roue de la charrette, parce que nous ne sommes pas dans un domaine où il y a du bling-bling, nous ne sommes pas dans la radio ou la télévision, nous ne sommes pas sur Internet. Mais quand nous produisons un livre, et surtout quand nous produisons un livre en collaboration avec un public ou avec des professionnels de l'autre rive, nous produisons des livres qui vont rester dans des maisons, qui vont toucher 1, 2, quelquefois 3 générations. Nous allons avoir un effet et un impact sur nos 2 sociétés qui est au long terme. Et c'est le seul moyen pour nous, éditeurs, d'impacter, de travailler un peu contre le courant, puisqu'on parle de Méditerranée, contre le courant qui nous emmène plutôt vers la séparation et vers les murs, qu'ils soient des murs de visa ou autres. Cette initiative-là va dans ce sens et c'est une des rares initiatives qui donne des résultats. Voilà, merci. Merci beaucoup, Karim. Alors, nous avons entendu les éditeurs et comme il vient d'être dit, en plus de livres, le projet Livre des 2 rives cherche aussi à faire entendre, à faire traduire. Donc, on va vous continuer sur les ateliers de sensibilisation à la traduction littéraire. Ce sont des ateliers qui ne se destinent pas à des professionnels de la traduction, mais c'est des ateliers pour faire en sorte que des personnes qui auraient une capacité à devenir traducteurs puissent avoir une première expérience de traduction à un niveau professionnel pour savoir s'ils ont envie de continuer dans cette voie-là. Je vais vous ouvrir la vidéo pour vous présenter les comptes rendus de participants à un premier atelier qui a eu lieu l'hiver dernier, enfin en fin d'automne à Atlas. Et ensuite, je donnerai la parole à Loftinia, qui est présent, vous le verrez sur la photo, mais aussi donc sur scène, pour témoigner de cette expérience. Venir ici avec vous, être quelque chose de très concret sur la traduction à un certain niveau, avec cette qualité, en étant dans ce dispositif-là, avec une liberté de parole, l'auteur qui est là. Voilà. C'est très très motivant. C'est très intéressant de voir toutes les étapes qu'il y a entre l'écriture de ce livre et après là, ce qu'on peut faire. Très précieux aussi tous les échanges, même s'ils sont longs et que ça prend du temps. Je pense qu'on en apprend sur notre langue et puis bien sûr aussi sur l'arabe. La traduction elle est en général très rapide, c'est-à-dire que les gens ils veulent leur produit tout de suite, mais là on a vraiment beaucoup de temps. C'était aussi vraiment une belle balade dans tout ce domaine-là, dans tout ce registre plus lente, prendre notre temps. Voilà. Donc, ça fait du bien. C'est intéressant de voir qu'un texte qui paraît simple en fait est difficile à traduire. On pose plein de questions de traduction. Si on réalise les choses qu'on a vues comme question de traduction, on a plein de choses qui seraient une super école. J'ai bien aimé les méthodes qu'on utilisait avec la balance pour les travail, pour pas répondre aux questions qu'on pose, répondre aux échanges. Je trouve ça important et l'équilibre est assez bien trouvé. Je suis content d'être là et l'atmosphère était vraiment géniale. Beaucoup appris, l'équipe est sympa. C'est vrai que la chose que je me retiens de cette atelier, c'est principalement l'émulation que ça crée, au sens où pour beaucoup d'entre nous, je crois que le désir d'une part de traduction et de l'autre de traduire spécifiquement l'arabe, il était latent, on a plein de parcours où ouais, ça fait longtemps que j'ai dû mettre ça de côté, que j'y pensais, que j'y fasse sur une sorte pas légitime. Et en fait, je pense que l'environnement hyper privilégié, parce qu'on est quand même ensemble dans un monde propice aux échanges pendant 3 jours à vraiment travailler que sur une chose avec un traducteur, un auteur. Ça nous a vraiment permis tous de prendre le temps d'accomplir ce qu'on voulait accomplir sans vraiment s'élaborer pour certains, parce que tout le monde avait l'intention de s'élaborer moins dans la traduction littéraire. Et cet atelier m'a donné l'envie de retourner vers l'écriture créative un peu, parce que c'est vrai que ce que je traduis peut être un peu arié, des écrits de recherche, des choses comme ça. C'est loin de la littérature. Cet atelier de 3 jours m'a permis seulement de développer 2 points de vue sur la traduction.
vraiment porter les lunettes de quelqu'un d'autre sur son propre texte. Et je pense que ça m'a apporté un vrai travail d'introspection et pour mes traductions futures. Ça m'a aussi apporté un exercice stylistique qui nous pousse à faire des choix sur la traduction. Et c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas conscience de faire. C'est vraiment d'apporter un certain style à la traduction. Et je pense que j'aurai plus plaisir à lire également des traductions en faisant attention à ce genre de choses. Je suis fier de ce que je fais aujourd'hui, de mon travail. En fait, moi, ça fait que 3 ans que je me suis converti à la traduction. Je lis beaucoup de livres, mais j'ai l'impression que ces 3 jours m'ont apporté plus que 3 années de recherche et d'études. Merci beaucoup pour Atlas d'avoir fait cette vidéo donc de témoignage. Je passe la parole tout de suite à Lofty Nia donc pour témoigner de son expérience de tutorat lors de cet atelier. Bonjour, vous m'entendez? Ouais. En voyant en fait mes collègues interprètes qui sont dans les cabines derrière vous, que je salue, qui traduisent ce qu'on dit dans plusieurs langues, et en vous voyant séparés, je sais pas, vous pouvez vous retourner, ils sont séparés, ils sont chacun dans une bulle, et en fait l'expérience de ces ateliers de formation, enfin ce qui était très beau, c'est que vous voyez, c'est cette grande table ronde. Ouais, maintenant c'est à vous que je parle du coup. Et de cette grande table ronde où les traducteurs étaient ensemble. Et en fin de compte, quand on traduit de la littérature aussi, on est très seul, on est seul devant son écran avec son livre, et c'est une grande expérience de solitude. Et je pense, en écoutant parler, en voyant cette vidéo, en vous voyant aussi, parce que je me dis le fort de ces vous avez appelé ça initiation ou sensibilisation à la traduction littéraire, ça a été de réunir, je pense qu'il y a quelque chose de primordial, traduire pas tout seul, traduire à deux, c'est quelque chose de très riche, c'est un truc super, d'autant plus pour apprendre la traduction et sensibiliser. Et pour revenir à ces visages que vous avez vus tout à l'heure, qui sont ces hommes, ces femmes, c'est des gens, Abdoulaye qui vient du Sénégal, c'est des gens qui viennent de plusieurs pays, Sénégal, Liban, Moïse, il venait du Tunisie, mais il était de France. L'auteur, Samir Kassimi, venait d'Algérie. C'était aussi une rencontre de personnes qui venaient de différents pays. Et on appelle ça formation de sensibilisation. Et en fait, moi, quand j'ai découvert le profil de ces gens qui participaient, ils sont super impressionnants. Il y a des personnes qui, vous devez connaître, collègues traducteurs, l'ESIT. Il y a des gens qui ont fait l'ESIT, qui est une grande maison, un grand institut de traduction. Des gens qui sont profs à la fac, des gens qui sont en thèse. Moi, j'ai pas fait de thèse. Comme formateur, j'étais très impressionné. Et pourtant, d'emblée, c'était des gens qui étaient intimidés par le fait d'être là. Comme le premier mot qui est venu, c'était la question de la légitimité. C'était des gens que moi, je respectais beaucoup, qui m'impressionnaient beaucoup, qui ne se sentaient pas légitimes à traduire en littérature, à être dans la littérature. Et je pense que ce qui a marché là dans ces 3 jours de formation, c'est tout de suite on se mettant au boulot, comme directement mes collègues derrière se mettent au boulot directement quand ça commence. On y va, on se lance. Quand on se lance, il y a le plaisir de traduire, il y a la passion de traduire, il y a ces casse-têtes sur lesquels on va se prendre la tête, qui font que la question de la légitimité, elle est tout de suite passée au second plan, et que c'est des gens qui se sont retrouvés à traduire. Et sans se poser de questions, en tout cas en se posant des questions de traduction, et a pu se poser la question, est-ce que moi je suis légitime ou pas à le faire? Et ça je pense que c'est une des choses qui est très belle, qui s'est passée dans cette formation-là. De quoi je voulais vous parler de plein de trucs, mais ça va être dans le désordre ou pas tout. Et oui, et ce qu'ils disent beaucoup, c'est prendre le temps. Ah oui, non, ce que je voulais dire, c'est... Ce qu'on leur a proposé, c'est de faire une œuvre de traduction collective. C'est qu'on a pris un chapitre du roman de Samir Kassimi qui s'appelle Salalim Trolar, qui est écrit en arabe. On a pris ce chapitre, qui est un peu un chapitre comète dans le livre, et on a déchiré le chapitre en plein de bouts, et deux par deux, par binôme, on leur a demandé de traduire un extrait de ce chapitre-là. Vous me suivez, ça va?
Donc, œuvre collective. Ils ont un chapitre à traduire ensemble. Vous voyez, ce n'est pas des exercices de traduction. C'était pas vraiment l'idée d'être à l'école. On morcelle le texte, on vous le donne. Au bout d'une journée de traduction, on met tout en commun. Et là, c'est le clash. C'est le clash parce qu'ils ne sont pas d'accord, en fait. Enfin, on doit venir à à une œuvre collective. Chaque couple, chaque binôme de traducteurs a traduit à part. Et quand on se retrouve tous ensemble, comme vous les avez vus autour de cette grande table qu'on voit à l'image, c'est un super beau lieu, le Collège international des traducteurs littéraires qui est à Arles. C'est un très très beau lieu où vous pouvez aller. Et donc quand on se retrouve là, c'est le clash parce que chacun revient avec des visions différentes de la traduction, avec des visions différentes de la littérature, et on doit arriver à une œuvre commune. Et là, ça a discuté, et ça s'est opposé, on a parlé, et voilà, c'est un peu comme ça. Enfin, on a beaucoup pris le temps, et en même temps, on a aussi pris le temps techniquement de faire et le temps de traduire. Je pense que ça suffit, que je vais pas vous noyer sous trop de détails. Voilà, c'était une belle rencontre, et puis ce qui était beau pour moi, et puis là, quand je les revois, c'est vraiment cette question de légitimité, où des gens qui se disaient qu'est-ce que je viens faire là ? Enfin, tout à coup, ils se sont retrouvés, ils étaient à la bonne place parce qu'ils ont fait, et puis parce que de fait, ils ont traduit. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci à la traduction. Donc, je tiens à dire qu'on fait une série d'ateliers à la sensibilisation à la traduction littéraire, effectivement à Arles, au sein du Collège international de la traduction littéraire, mais aussi un en Tunisie, un en Algérie et un au Maroc. Ensuite, je vous cite les ateliers qui ont eu lieu ou qui ont lieu en ce moment avec le couple donc traducteur-écrivain pour vous situer les photos qu'on vous a mises sur la planche précédente. Et maintenant, on va passer à un autre type de mise en voix. Donc, dans le cadre de Livres de dérive, on a collaboré avec la Villa Gilet pour développer une collection de podcasts qui a la particularité de faire entendre une ville à travers une déambulation d'un écrivain. Et là, en exclusivité mondiale, vous avez aujourd'hui la possibilité d'écouter le dernier né de cette collection, et vous avez même l'écrivain qui nous permet de découvrir Marseille sur scène. Et là, acclamation, standing ovation. Donc, sur le stand de Livres de dérive qui se trouve juste à l'angle de cette agora, il vous est aussi possible de les entendre, mais pas uniquement sur le stand. Vous pouvez aussi les avoir en ligne sur le site de la Villa Gilet, par exemple. Et je vous enjoins de vous laisser guider dans la découverte de ces différentes villes. Donc, il y a une ville, donc il y en a 2 au Liban, un à Marseille, un en Tunisie, un en Algérie, un au Maroc, à Salé. Et je vais vous laisser donc entrer dans cet univers qui sera l'univers proprement mis en œuvre par Adrien Bels pour nous faire découvrir Marseille, qui va nous lire un extrait de son dernier livre, si je ne m'abuse, aux éditions, qui est paru aux éditions Iconoclaste, 5 dans tes yeux. Je laisse la parole à Adrien. Bonjour, bonjour. Alors, ma mère s'est installée au Panier en 1982, dans la partie comorienne du quartier. Avec son maigre héritage, Fred avait acheté pour rien du tout un grand appartement avec vue sur le Vieux-Port. Quand elle a débarqué, ses voisins faisaient la vaisselle sur le trottoir et les toxicos se piquaient dans les couloirs sans électricité de notre rue. Au Panier, personne ne voulait y foutre un pied. Fred avait passé 5 ans à enseigner aux Beaux-Arts d'Alger. Là-bas, elle avait senti la situation pourrir de l'intérieur. D'abord par des détails, des étudiants qui ne venaient plus à son cours, soudain réfractaires à certaines pratiques dans la rue, des regards insistants, des insultes en arabe de loin. Ses voisins de palier qui ne lui ouvraient plus la porte. Les barbus n'étaient plus seulement dans les campagnes. En novembre 81, la première lettre de menace est arrivée sur le bureau de la direction. Les couloirs de la fac sont devenus glacés. 2 mois avant son départ, le conseil d'administration avait décidé de planquer les nus au sous-sol. Et une nuit, des types s'étaient introduits dans l'école et avaient cassé au burin toutes les couilles et les seins des sculptures exposées dans la fac. Les salauds! Elle avait dit en découvrant au petit matin ses corps mutilés.
si elle lui avait mis un coup. Elle s'était décidée à partir par la mer pour Marseille. Ok pour revenir, mais pas en France. Sur le pont du ferry, en voyant Alger s'éloigner, elle avait senti l'étranglement du sanglot. Je te laisse, ma belle, désolée. Elle avait débarqué au panier avec moi sous le bras, son coup d'aristocrate et sa peur de rien. Ma mère m'a mis à l'école publique des Moulins. J'allais quand même pas le foutre chez les bonnes sœurs. De son éducation, elle avait gardé qu'un enfant, ça s'adapte. Ça suit et ça fait pas chier. Sur la photo de classe, au milieu des Comoriens, des Arabes et des Portugais, avec ma figure rose, j'étais facile à repérer. En sortant de l'école, je courais à fond pour acheter de la biberine et des meringues chez Madame Cazzolari, qui plus tard est rentrée en tôle pour trafic de cocaïne. Et le soir, j'allais chercher la pizza au camion Les Deux Frangins, en bas de la montée Saint-Esprit. Aldo pétrissait sa pâte pendant que le vieux Carboni nous chantait son opérette de fils d'immigrés napolitains déçus de Mitterrand et qui n'avait pas honte de dire « En 80, j'ai voté pour lui. Maintenant, je vote Le Pen. » Quelques années plus tard, sa femme Gisèle est devenue maire d'arrondissement. Le vieux Carboni a retrouvé le sourire et la rose du Parti socialiste. La politique ici, c'est comme les lasagnes. On recouvre de sauce bien épaisse. Plus tard, mon cul a trempé dans une adolescence de fond de casserole qui accroche. Le panier était devenu une histoire de places, 6 territoires, 6 vieilles places marseillaises qui se parlaient plus. J'ai appris à les connaître et à m'en méfier. J'ai jamais aimé la place de l'Anche, maquillée comme une fille qui se trémousse devant un mafieux dans un bar à entraîneuse de l'opéra. Les mafieux, ils dansent pas, ne boivent pas, fument rarement. Et quand ils sortent en boîte de nuit, ils gardent toujours un œil sur la porte d'entrée. Ils savent pas s'amuser. La place de l'Ange, c'est une descente qui a envie de te dire « Casse-toi de là !» Mais elle peut pas, parce qu'elle a toujours quelque chose à te vendre. Ces restaurants, ils servent des salades avec des tomates coupées en 4 et des pizzas mal cuites, le tout devant 4 ou 5 voyous avec du ventre et des cernes qui parlent entre eux comme s'ils préparaient le casse du siècle. En bas de la place, il y a toujours quelques venants qui tirent sur leur tabac à rouler et sirotent leur mauresque. Ils prennent l'apéro au panier. Prendre l'apéro en bas de la place de l'Ange, c'est comme aller à la piscine et rester accroché au bord. Il t'arrivera pas grand-chose. En remontant par derrière, tu arrivais sur la place des 13 coins et son bar avec ses crapules qui marchaient sur la pointe des pieds. Ces mecs-là, pilotaient leurs 2 roues sur une seule fesse, ne mouraient jamais et rigolaient fort pour montrer combien ils étaient cons. Mais en vrai, c'était une feinte. Parce que pour survivre, ils connaissaient leur gamme. Arrachage de sacs, vol de scooters, cambriolage de voisins, deal de faux shit et revente de places sur le marché noir au stade Vélodrome. Sur la place des Lorettes, le ventre du quartier planait les guerriers de la bière. Youssef, le gros Nabil, Riyad l'Ancien ou le Noir, une équipe de blessés de guerre qui s'échangeaient des seringues, avait des ordonnances plein les poches et cassaient des dents pour se faire 30 francs. Une génération sacrifiée qui parlait le patois du toxico-marseillais. Ils sont tous morts. Les plus gros poissons du quartier nageaient sur la place du refuge. Un aquarium plein de prédateurs à l'œil pas frais, le ref. C'était la fierté du panier. C'est ici que les plus grosses bagarres avaient lieu et on entendait les bruits d'os à chaque coup de poing. Ici que tu achetais ton shit plein de paraffine ou un morceau de carton et t'étais bien payé de t'en tirer comme ça. La place du refuge, elle avait pas d'humour et une vision de l'entrepreneuriat à très court terme. À Marseille, chaque quartier avait ses figures, ses frappeurs, ses marques de t-shirts, ses joueurs de ballon, ses rappeurs. Mais dans les années 90, tu cherches pas à comprendre. Il y avait le panier et il y avait les autres. Et celui qui te dira l'inverse, c'est un mytho ou un jaloux. Enfin, tout ça c'est de la nostalgie. Et la nostalgie, ça emmerde tout le monde. Sauf celui qui raconte. À lui, ça lui file un coup de jeune. Voilà. Alors, c'était une présentation succincte de tout ce qu'on fait. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à venir vous renseigner sur le stand qui se trouve derrière. Donc, le projet Livre des Deux Rives, si vous aimez les belles histoires, il en faudrait plus des comme ça. Merci, bravo. Merci à vous. Merci, merci. On peut les applaudir.